Well, good afternoon. Eh bien, rebonjour à tous, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, je m'appelle Maria Fernanda Espinosa Muñoz et je serai la modératrice de cette table ronde. Et je suis ravie d'accueillir aussi bien nos orateurs que tous les auditeurs au Forum de Paris pour la paix. Et je les remercie d'avoir organisé cette série de tables rondes lors du 10e anniversaire de l'accord de Paris. Alors, on ne peut que répéter que le changement climatique est le test qui définit notre système multilatéral. Il y a 10 ans, ici même, à Paris, nous avons vu se produire un changement radical dans le régime de gouvernance du climat. Nous trouvions que ceux qui étaient ici, comme certains d'entre vous et moi-même, nous avons trouvé une dynamique, nous avons trouvé qu'il y avait une solidarité internationale, nous avons ressenti de l'espoir. Et nous avions aussi la confiance du fait que l'accord de Paris nous offrirait les outils pour essayer de trouver une solution à nos différences et trouver des solutions. Dans l'accord, évidemment qu'il n'est pas parfait, bien évidemment, mais il a rempli ses promesses. Avant l'accord de Paris, nous étions destinés à avoir un réchauffement climatique de 4 degrés. Or, on a rempli les objectifs et ceci, évidemment, qui ne me réjouit pas, vaut mieux que ce à quoi nous étions destinés, c'est-à-dire un réchauffement de 6 degrés. Et nous savons, nous, experts ici autour de la table, que l'ampleur et la rapidité d'action ne sont pas suffisantes. Nous le savons, non seulement nous avons dépassé 7 des 9 limites qui sont considérées comme des seuils d'habitabilité pour notre planète à l'avenir et nous avons également atteint le premier point de bascule du climat qui est la mort des récifs coralliens. Évidemment, ces changements affectent les populations les plus démunies et les plus vulnérables, et les femmes et les filles qui souffrent le plus des changements climatiques. Nous devons donc nous concentrer sur un mot, la mise en œuvre et l'action. En gros, ces défis de mise en œuvre, nos décisions sont nombreux. Il s'agit d'élargir les financements, évidemment d'élargir le panorama et pour voir quels sont les pays qui pourraient nous rejoindre dans les nos prochains rangs. Dans ce contexte, les solutions basées sur la nature, qui est le titre de cette table ronde, offrent une voie toute droite et efficace qui nous mènerait à restaurer des systèmes, lutter contre la déforestation et à renforcer la résilience de tous. Nous avons des experts de partout dans le monde qui vont nous donner un panorama des résultats des initiatives que nous avons vues, avec des solutions basées sur la nature, et aussi des exemples de mécanismes financiers innovants. J'ai déjà vu ou entendu qu'il y a quelques bonnes nouvelles que l'on va partager avec vous au cours de cette discussion. Et on va voir quels sont les efforts qui sont consentis partout dans le monde pour utiliser la nature comme source d'inspiration et aussi comme matière première pour mener une action pour le climat. Je n'imagine pas de meilleur candidat pour parler en premier que Madame la ministre Monique Barbu, qui est le ministre de la Transition écologique, la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de la France. Madame la ministre, je vous donne la parole pour lancer la discussion. Eh bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est vrai que je suis heureuse de retrouver Maria Espinosa ici, que j'avais vue dans mon ancienne vie et avec qui nous avons partagé un certain nombre d'événements.
Je dois dire aussi qu'en tant que ministre française de la transition écologique, c'est un vrai privilège pour moi de m'adresser à vous aux côtés de mes collègues ministres et de nos panélistes dans le cadre des célébrations des 10 ans de l'accord de Paris. Certes, nous allons célébrer ce véritable catalyseur de l'action mondiale pour le climat et en même temps réfléchir aux progrès accomplis. Nous renouvelons aussi notre engagement en faveur de l'innovation et nous envisageons un avenir où la nature prospère en tant que partenaire de notre résilience. Je veux redire aussi le rôle inlassable que la France a tenu sur ce sujet. À toutes les COP climat sur les 5 dernières années, la France est venue dire que pour réduire nos émissions, il faut soutenir la biodiversité, qu'elle soit terrestre ou marine. Nous ferons en sorte, à Belém, de ne pas perdre de vue cette interaction, cette imbrication entre les deux, qui est la seule manière de faire en sorte que notre planète reste habitable. D'autant que les solutions fondées sur la nature sont porteuses d'optimisme et de croissance. En France, par exemple, nos 17,5 millions d'hectares de forêt, qui représentent quand même nos 32% de notre territoire, et dont la majeure partie appartient à la forêt amazonienne, je pense à la Guyane, agissent comme une protection contre les inondations, les érosions, soutiennent aujourd'hui 400 000 emplois, renforcent les économies rurales grâce aux industries du bois, du tourisme et d'autres. À l'échelle mondiale, même si nous avons perdu 8,1 millions d'hectares de forêt en 2024, on voit dans le même temps qu'en réalité, sur le long terme, la déforestation a diminué. Elle est passée de 17 millions d'hectares par an dans les années 90 à 10,9 millions d'hectares entre 2015 et 2025. Plus d'1 milliard d'hectares aujourd'hui sont engagés dans une gestion durable et une restauration dans le cadre des 3 conventions de Rio. Et par exemple, la Grande Muraille Verte en Afrique, revitalisée grâce à un financement de 19 milliards de dollars lors du One Planet Summit de 2021, a permis à ce jour de restaurer 20 millions d'hectares et de créer 350 000 emplois. Autant de réussites qui inspirent des efforts de restauration partout dans le monde. Selon la Convention des Nations Unies sur la désertification, et je suis heureuse de retrouver ici mon ancienne collègue Louise Baker, la restauration d'1 milliard d'hectares pourrait générer 1 800 milliards de dollars par an et créer 65 millions d'emplois verts. Ces efforts sont donc rentables, ils sont stratégiques. Ils renforcent notre résilience et ils ont une vraie valeur économique. Et je suis sûre que nos amis panélistes qui représentent ici des fonds d'investissement sauront vous démontrer cet intérêt économique. Pour toutes ces raisons, placer la nature au cœur de nos politiques est bien une stratégie gagnante. Les enseignements de l'accord de Paris sont clairs sur ce point et ils doivent nous conduire, premièrement, à renforcer les synergies entre les conventions de Rio pour donner une vraie priorité à la biodiversité et aux écosystèmes. Deuxièmement, ils doivent nous conduire à développer la finance intelligente, à tirer parti des ressources des banques de développement et du secteur privé pour financer les solutions fondées sur la nature. Et enfin, ils doivent nous conduire à favoriser le dialogue et la collaboration entre les différents secteurs, entre les gouvernements, les entreprises, les citoyens, pour construire et mettre en œuvre ces solutions. Nous avons tous un lien fort avec la nature. Nous y sommes connectés. Essayer de régler la crise climatique sans regarder la crise de la biodiversité et des sols, c'est aller vers le néant, ce que nos amis anglo-saxons appellent le game over. Comme nous ne pourrons en effet pas survivre en tant qu'espèce
sans la nature. Dans 10 ans, grâce aux solutions fondées sur la nature, nous pourrions imaginer des forêts luxuriantes, des terres restaurées, des océans libérés de pollution et des extinctions. Nous devons en faire le pari et nous en donner les moyens. Je vous remercie, Madame. Merci beaucoup, Madame la Ministre, chère Monique. Thank you very much, not only for your wise words, but for the Merci, Madame la Ministre, pour vos mots très aimables, mais aussi pour l'engagement constant de la France envers l'accord de Paris que nous chérissons. Mais je vous remercie aussi pour ce que vous faites aujourd'hui. Les chiffres qui portent sur la restauration des écosystèmes, sur l'arrêt de la déforestation et la création d'emplois et de prospérité économique, c'est exactement la formule que nous souhaitons, ce que les solutions basées sur la nature représentent. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Madame la Ministre. Permettez-moi maintenant de vous dire une chose. Ce dialogue va avoir 3 parties. La première partie, nous allons entendre les présentations d'experts dans le domaine sur le rôle de différents pays et de la collaboration internationale. Et la deuxième partie est le rôle de la société civile et la contribution de la société civile aux solutions basées sur la nature. Et la troisième partie, ou pilier de notre conversation, traitera du rôle du secteur privé et du domaine de la finance. Donc, 3 groupes, des orateurs fantastiques, mais nous n'avons qu'une heure, malheureusement. Et nous avons de formidables experts ici autour de la table qui vont nous parler. Donc, la Dream Team des solutions basées sur la nature. Donc, 3 minutes chacun, s'il vous plaît. Veuillez respecter le temps qui vous est imparti. Peut-être qu'à la fin, nous aurons le temps de faire un deuxième tour de table et donner la parole à chacun des orateurs pour un petit commentaire supplémentaire. Alors, première partie, le progrès dans pays par pays et région par région. Et ce que j'aimerais faire, c'est peut-être poser 3 questions d'ordre général, et vous choisissez la question à laquelle vous souhaitez répondre. La première question, qui fait sens quand on regarde les progrès réalisés par les régions dans la mise en œuvre des solutions basées sur la nature et leurs défis. La deuxième question, c'est comment la coopération internationale peut-elle soutenir la mise en place progressive de solutions basées sur la nature et renforcer la collaboration. Une des problèmes des solutions basées sur la nature, c'est évidemment l'échelle à laquelle les choses doivent être mises en œuvre. Et on verra des exemples de bonnes pratiques ici et là dans le monde. Alors, le premier groupe d'orateurs va répondre à la question: quel est le soutien que les pays offrent à des solutions basées sur la nature ou à l'adoption de ces solutions? De quoi ont besoin les pays pour aller dans cette direction, pour la mise en œuvre de solutions basées sur la nature? Donc, je vais d'abord donner la parole à Balarabe Abbas Lawal, le ministère de l'Environnement du Nigeria. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Eh bien, merci beaucoup. J'aimerais remercier les organisateurs pour cette invitation à participer à cet événement, ce forum très important. Je crois que ce forum est tellement important, et d'ailleurs quelque chose que nous attendons depuis longtemps, de voir quelles sont les solutions basées sur la nature. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce forum est lié aux questions de sécurité. Problème de microphone, on enlève le casque de l'orateur parce qu'il y a une interférence. L'orateur reprend. Donc, il s'agit du lien avec la sécurité dans les différentes régions et dans les différents pays. C'est ce que j'ai vu dans notre continent, l'Afrique. Il y a beaucoup de questions d'insécurité qui est évidemment étroitement corrélée
à la dégradation des sols et au changement climatique. Par exemple, au Nigeria, pour répondre à la première question, nous avons un certain nombre d'initiatives et de projets qui ont été mis en place pour lutter contre la dégradation des sols. Les parties que nous problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est-à-dire la prise de territoire du Nord. Il y a une agence chez nous qui est responsable de protéger le nord du Nigeria de l'avancée du désert. Et c'est lié au projet de la Grande Muraille verte panafricaine. Et je crois que nous avons obtenu pas mal de soutien. Je crois qu'il y a 11 pays qui ont rejoint le projet pour essayer de voir que nous pouvons avoir une approche multilatérale à la question. Autre chose que nous avons fait pour la restauration des sols, 20 millions d'hectares qui ont été restaurés autour de la Grande Muraille verte et 19 millions de revenus générés pour le Nigeria. Et le Nigeria a beaucoup restauré une grande surface de terre et planté beaucoup d'arbres et pour soutenir l'agroforestation. Il y a toujours ce lien étroit entre l'agroforesterie, l'agriculture et les forêts. Si l'on combine les deux de manière à ce qui est une corrélation étroite entre les deux, les choses sont plus faciles. Et dans le sud du Nigeria, nous avons trouvé qu'à cause d'exploration pour le charbon, beaucoup des marais et des forêts dans la région ont été abîmés ou tout simplement déforestés. Donc nous essayons de procéder à la restauration des forêts, aussi des zones côtières et de replanter des mangroves. Nous pensons que des solutions basées sur la nature sont très importantes, mais ce qui est plus important, c'est de trouver des financements. Nous avons été confrontés à beaucoup de difficultés de financement. Nous venons de lancer une obligation verte. Et le troisième exemple, c'est que le fonds essaye de créer des emplois verts dans le domaine du transport vert, entre guillemets, de planter davantage d'arbres sur les voies de transport public et on doit aller plus loin dans ce domaine. Alors, merci beaucoup de m'avoir donné la parole et j'espère que nous aurons davantage de temps pour nous entretenir les uns avec les autres. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Abbas Lawal. Je pense que Madame la ministre Barbu va devoir nous quitter, mais peut-être pas tout de suite, peut-être dans un moment. Alors, merci beaucoup, Monsieur le ministre Abbas Lawal, d'avoir mis en lumière le lien entre le climat, la sécurité et le développement. Et merci de nous avoir donné des exemples d'approches multilatérales pour la restauration des sols. Et la Grande Muraille verte devient vraiment l'exemple même d'exercice qui peut être mené sur un continent et qui permet à 11 pays de collaborer. Et félicitations pour la restauration de la mangrove. Évidemment, plus on investit, meilleurs sont les résultats. Maintenant, permettez-moi de donner la parole à Rita Schwarz-Sutter, qui est députée et secrétaire d'État au ministère de l'Environnement de l'Allemagne. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs. Les écosystèmes sont menacés partout, que ce soit la déforestation, la dégradation des sols, le réchauffement climatique, mais nous pouvons rendre ces écosystèmes viables à nouveau et durables à nouveau et en faire nos alliés. Les sols sont devenus une partie du problème parce que maintenant, ils émettent aussi des gaz, environ 50 millions de tonnes, et la nature ne doit plus être la source d'émissions de gaz à effet de serre. Et il faut apporter un changement parce que ça a fait l'objet d'une proposition du ministre Carsten Schneider pour développer un plan d'action
fédéral pour des solutions basées sur la nature. L'objectif général, c'est de protéger et restaurer les écosystèmes. Et avec le développement de ce plan d'action, nous voulons renforcer notre environnement, mitiger les effets du changement climatique et ajouter des propositions à l'action pour le climat en Allemagne. Certains des plans d'action, les mesures les plus importantes sont la conversion des forêts pour protéger les forêts d'événements climatiques extrêmes, éviter les émissions de gaz à effet de serre des sols autour, de préserver l'humus et les sols d'agriculture qui mitigent les effets du réchauffement climatique et protègent la fertilité. La nature sera essentielle, s'assurer que nous arrivons, que l'Allemagne arrive au net zéro. Les émissions de dioxyde de carbone permises après doivent être retirées de l'atmosphère quelque part. Et c'est quelque chose que peatland, forest, les tourbières et les sols peuvent faire. Nous combinons ceci avec le ministère chargé de la conservation de la nature pour l'utilisation des sols pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans d'autres experts. Des associations d'experts et des autorités à niveau fédéral et à niveau municipal ont participé à un dialogue en ligne. Et si les membres du public sans expertise aucune pouvaient y participer, leurs commentaires étaient également pris en considération. Pour nous, il s'agit d'une mesure de sécurité, de s'assurer de réduire les effets du changement climatique et de prévenir la perte de biodiversité. Les solutions basées sur la nature et la biodiversité sont interconnectées parce qu'elles servent de tampons comme des événements climatiques extrêmes, comme les vagues de chaleur ou les inondations. Les plaines peuvent recevoir l'eau et éviter les inondations. Et vous savez tous, mais je le répète, que la coopération internationale est essentielle. Et en Allemagne, nous pensons que développer des synergies sur des solutions basées sur la nature permet de réduire les effets néfastes du réchauffement climatique, et une collaboration étroite à niveau international est cruciale pour notre progrès collectif. Nous soutenons des solutions basées sur la nature pour accélérer des partenariats. L'interprète vous prie de l'excuser. Elle n'a pas traduit finalement les propos de Madame la ministre qui lisait son texte. Donc la collaboration avec la Convention est essentielle. Nous sommes ouverts à la discussion dans un format approprié pour voir quelles sont les voies possibles pour mettre en pratique les théories. Nous allons travailler avec la présidence de la COP pour développer des synergies. Nous avons initié une série de dialogues sur les vraies synergies à développer avec le PNUE et en particulier des exemples de ce que nous pouvons apprendre les uns des autres. Comment développer des synergies et gagner en efficacité des différentes conventions, 3 conventions de Rio, et comment accélérer la mise en œuvre sur le terrain. Les interprètes demandent aux orateurs qui lisent des textes de ne pas les lire trop vite. Merci beaucoup, Madame, de nous permettre de jeter un coup d'œil au plan d'action sur les solutions basées sur la nature et à ce que fait l'Allemagne avec le Green Deal Europe. Et merci beaucoup pour votre intérêt dans le développement d'une synergie et de cohérence entre les 3 conventions de Rio, qui, je crois, est un vrai catalyseur qui permet une meilleure coopération. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Jane Rose Davis, qui est la représentante spéciale pour la nature du Royaume-Uni. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs. Tout le monde a respecté le temps imparti, donc je vais répondre tout de suite à vos questions, si je puis. Vous avez parlé du défi de comment la coopération internationale permet d'améliorer
d'améliorer et d'augmenter nos actions. Ce qui est clair dans notre situation, c'est que nous avons passé trop de temps à penser à des projets individuels et pas assez de temps à penser à une transformation économique qui bénéficie à la population. Et je crois que la Grande Muraille verte en Afrique est un bon exemple de comment nous pouvons suivre un paradigme différent. Donc, que peut-on en tirer pour le répliquer ailleurs? Premier exemple dont je voudrais parler, c'est nous devons travailler davantage à comprendre la manière dont les risques associés avec la perte d'éléments naturels et les opportunités à la restauration de la nature sont en fait liés au coût du capital et à la dette publique. Si un pays investit dans le développement de la résilience et de son système agricole, ça devrait se refléter dans l'accessibilité au capital. Et nous devrions travailler avec des partenaires financiers, y compris la Banque mondiale, pour voir comment ceci pourrait en fait se refléter dans la manière dont les pays en bénéficient et sont récompensés pour ce faire. Il y a des instruments financiers innovants qui vont exiger que nous nous y engagions. Nous savons que TFFF va être discuté. C'est un mécanisme qui nous permet de travailler sur les forêts. Nous avons des marchés de carbone à haute intégrité. Nous avons le CLB avec la formation sur le séquestral. Et nous travaillons au Royaume-Uni sur des crédits à la biodiversité. Donc, une finance innovante fait partie intégrante de la solution. Rediriger le financement public est quelque chose que l'on peut faire dans l'agriculture. Et au Royaume-Uni, nous faisons des efforts conséquents pour essayer d'avancer en la matière. Et nous serons ravis d'en discuter avec les autres pays que cela intéresse. Ce n'est pas facile, mais nous pensons que c'est vraiment important. Il y a aussi quelque chose de très important pour nous, c'est de nous concentrer non seulement sur la protection des écosystèmes, qui est certainement très important, mais sur une économie qui va donner des emplois. Et ceci doit se développer conjointement avec nos efforts pour la nature. Donc on investit dans l'agriculture régénérative et dans la bioéconomie, où l'on voit les opportunités formidables pour des investissements du secteur privé. Et mon collègue, ici à côté à ma gauche, de chez Mirava, va nous en dire plus sur le partenariat que nous avons développé ensemble. Donc il y a toutes sortes d'opportunités d'accélérer notre action. Je crois qu'on doit arriver à un niveau de discussion plus détaillé. J'en finirai en disant que rien n'est viable si nous ne reconnaissons pas deux ensembles de communautés qui se trouvent au cœur de la mise en place des solutions. Le secteur agricole, les paysans et les communautés indigènes et locales, qui sont ceux qui sous-tendent les activités que nous voulons mettre en place. Donc, je serais ravi d'en parler avec vous tous et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de vous parler. Thank you very much. Merci beaucoup. Votre message a bien été entendu. Il était très clair. Comment passer de projets individuels à une transformation réelle, structurelle et macroéconomique. Et les idées que vous avez partagées, ce que vous faisiez est très intéressant. Dans le cadre de cette conversation, la question de la dette et du coût du capital et de l'accès au capital, c'est une des grande souffrance des pays en développement, comme vous le savez, et c'est là que se trouve une grande partie de la biodiversité mondiale, les questions des marchés du carbone, des crédits biodiversité, de la réutilisation des investissements publics, et ça c'est très important. Et cette idée d'avoir une économie productive et régénérative, j'ai du mal à dire régénérative, l'agriculture régénérative, la bioéconomie, tout cela est très important. Et merci aussi d'avoir mentionné les agents de changement dans ces équations, c'est-à-dire les agriculteurs et les peuples autochtones. Merci encore une fois. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Dida Cartera, qui est conseillère pour la connectivité des secteurs des services du ministère de coordination de l'Indonésie, un tout petit pays, l'Indonésie. Merci, vous avez la parole, Votre Excellence. Merci Maria et bonjour Excellence, Mesdames et Messieurs, merci de cette opportunité de prendre la parole lors de cette table ronde sur les solutions fondées sur la nature. Je voudrais tout d'abord reconnaître que
La richesse naturelle de l'Indonésie est à la base de notre productivité. Elle soutient une grande partie du PIB à travers l'agriculture et la sylviculture. Les produits bioéconomiques offrent des services essentiels tels que la régulation climatique et de l'eau. Et donc nous pensons que gérer ces ressources de manière durable est clé pour atteindre une prospérité équitable et un meilleur niveau de vie. Nous avons atteint des progrès dans la lutte contre la déforestation et nous intensifions nos efforts pour restaurer et réhabiliter les sols dégradés. En 2023, la déforestation était de 0,1 a baissé de 1 million d'hectares en 2014, par rapport à 2014. Elle a atteint son niveau record le plus bas depuis 1990, cette année-là. Nous nous sommes engagés à restaurer 2 millions d'hectares de tourbières, de réhabiliter 8,3 hectares de terrains dégradés d'ici à 2030, une surface qui est 730 fois plus grande que Paris. Et nous pensons que la réhabilitation de ces terrains permet de renforcer la productivité agricole et la sécurité alimentaire de notre pays, qui est un pilier crucial de notre plan de développement à moyen terme. Nous reconnaissons que la réhabilitation des paysages est l'un des principes les plus fondamentaux dans nos priorités. Au cours des dernières années, au ministère des Affaires économiques, nous avons mené un fonds avec la Banque mondiale pour ces actions et nous sommes soutenus par le gouvernement norvégien et australien dans la mise en œuvre de ce plan et de ces programmes. Par exemple, des programmes de réhabilitation des mangroves, l'amélioration de la gouvernance des projets et aussi le dialogue avec les communautés autochtones. Nous avons un projet de résilience à travers lequel nous avons réhabilité 13 000 hectares de mangroves dans nos provinces. Nous travaillons avec 6 000 membres des communautés locales pour ce faire. Nous avons aussi offert des subventions dans le cadre de l'économie bleue durable. Le programme LCM-DPF permet de reconnaître les droits des détenteurs des terres et sans reconnaître ces droits, nos programmes pourraient créer de l'exclusion. À travers le projet OneMind, 8,3 millions de parcelles ont été cartographiées et un programme de redistribution a été mené en 2023. L'Indonésie renforce également son cadre de financement climatique pour des résultats durables. Nous avons une agence de gestion du fonds climatique qui est soutenue par les partenaires internationaux. Et celle-ci a pu gérer, ou plutôt gère, 1,72 milliard de dollars. Nous renforçons notre registre carbone qui est en cours de renforcer pour appliquer les articles 6.2 et 6.4 de l'accord de Paris. Des nouvelles sources de financement et des nouvelles structures de mise en œuvre vont être essentielles pour atteindre ces objectifs. Étendre l'approche basée sur les paysages et renforcer l'économie forestière sera nécessaire pour que nous ayons des chaînes de valeur durables, ce qui permettra de renforcer les résultats de protection et de soutenir les moyens de subsistance de la population. Les certificats pétrole sont importants pour assurer la traçabilité. Les entreprises qui financent notre priorité et notre approche du paysage doivent continuer à avancer avec nous
et doivent être soutenus à travers la coopération bilatérale et multilatérale, et ce qui nous permettra de renforcer les solutions basées sur la nature. We thank you, Mr. Gardera, and Merci, Monsieur Gardera. Alors, ce que je voulais dire au début, que ce qui est important en Indonésie, c'est important pour l'ensemble du monde. Donc, c'est vraiment une bonne chose de voir ces ambitions que vous avez dans votre pays, et vous avez cette question des droits fonciers qui sont au cœur de votre travail, et ça, c'est au cœur aussi des solutions fondées sur la nature et au cœur de toutes les innovations. Par exemple, les systèmes de registre carbone pour mettre en œuvre l'article 6 de la Convention. Tout ça est très important, et ce que je dois dire, c'est merci beaucoup au nom de l'ensemble du monde et des forêts tropicales partout dans le monde. Moi qui viens également d'un pays équatorial. Et donc nous passons maintenant aux bonnes pratiques. Nous allons donner la parole à la société civile qui a un rôle très important à jouer lorsque l'on parle des solutions fondées sur la nature. Donc les questions qui vont guider cette prochaine partie de la discussion sont les suivantes. Comment est-ce que Quel a été le rôle de la société civile pour soutenir et faire avancer les solutions fondées sur la nature? Quels sont les exemples que les acteurs de la société civile peuvent nous présenter, des exemples de soutien de la mise en œuvre au niveau régional et national de ces solutions fondées sur la nature? Et quels sont aussi les défis de l'élargissement de l'utilisation de ces solutions fondées sur la nature, et quel est le rôle que va continuer à jouer la société civile à l'avenir? Je voudrais lancer la discussion par donner la parole à Monsieur Manuel Pulgar Vidal, qui est le leader mondial du climat et de l'énergie à WWF, ancien ministre de l'Environnement et président de la COP 20 à Lima, dont nous sommes tous, et aussi un ami. Manuel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Fernanda. Alors, 5 idées en 3 minutes. Nous allons essayer de vous présenter tout cela. Tout d'abord, ici, nous célébrons, et c'est l'une des principales raisons de célébrer Paris, parce que l'accord de Paris a mené la voie pour avoir les biodiversités, les terres, et ça, c'était fantastique. Et après Paris, nous avons eu une très bonne résolution MBS sur les solutions basées sur la nature. À Montréal, nous avons eu le BBNJ et l'opinion consultative de l'ICJ. Et aujourd'hui, il est important de rassembler tous les efforts. Alors, ça ne veut pas dire que nous allons fusionner les conventions. Ce n'est pas le cas. Il nous faut promouvoir la coopération et promouvoir une approche synergique. Deuxième idée, la coopération a lieu et c'est une bonne chose. À Cali, nous avons vu une très bonne décision en ce qui concerne la biodiversité et le climat. Et maintenant, nous avons un défi très important pour la COP 30 parce que la Colombie propose la même chose dans la discussion sur la coopération, d'avoir d'ici à la fin de la COP 30 une approche synergique qui se base sur la décision de Paris pour avoir un mandat pour l'avenir. Les synergies, c'est clé. Et pourquoi mentionner cela? Parce que ça promeut l'efficacité et ça promeut aussi la cohérence politique, c'est ce qui est très important pour la mise en œuvre. Troisième idée, les solutions basées sur la nature, c'est ce qui est facile à mettre en œuvre, mais c'est quelque chose qui doit se concentrer sur 3 valeurs principaux. Avoir une réponse à un défi clair et bien documenté, sécuriser l'intégrité des écosystèmes et promouvoir les bénéfices sociaux et respecter les droits. Si tout cela, et si l'un des 3 est absent, ce n'est pas une solution fondée sur la nature. Si ces 3 piliers ne sont pas confirmés, ce n'est pas une solution fondée sur la nature.
nature. Donc c'est un connecteur, les solutions fondées sur la nature, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent aussi avoir lieu avec cette connexion. Par exemple, déployer les énergies renouvelables en protectant la biodiversité, en protectant les droits. Et il faut ajouter aussi les minéraux critiques dans cette dimension. C'est quelque chose de très important. Alors c'est bon, pour le temps, je suis dans la bonne voie. Quatrième idée, et compléter le système. On parle parfois du positif pour la nature. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nature positive, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut continuer à développer cela. Parce que si l'on n'a pas un système clair, et l'UICN a mis à jour la norme MBS, il faut la suivre. C'est une bonne norme, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut avoir un système complet pour le zéro net et pour le nature positive. Et il faut que ça soit bien basé sur la science. Dernière idée. Et pour les solutions basées sur la nature, il faut aussi se concentrer sur le renforcement des capacités. Et il faut savoir comment on peut adopter les solutions fondées sur la nature et en faire des politiques publiques. Le financement, on a eu des bons exemples qui ont été soutenus aujourd'hui. Je voulais dire un certain nombre de choses. La France doit être fière de ses obligations vertes. Ils sont fantastiques en France. Ils se concentrent sur la biodiversité avec des mécanismes pour promouvoir la crédibilité et la transparence. Il y a un conseil qui évalue cela. Il y a aussi une autre manière innovative de mettre cela en place. Et puis, les obligations vertes, ou plutôt les marchés du carbone, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut plus se pencher, il faut plus attention. Jusqu'à présent, les marchés du carbone n'ont pas pu déverrouiller de ressources et pour cela, il faut continuer à travailler sur la haute qualité et la haute intégrité de ces marchés. La réforme aussi, c'est très important. Et en Équateur, dans le pays de Fernanda, il y a les debt swaps à Galapagos, dans l'Amazone. Alors, je n'ai pas respecté les limites de temps, mais merci beaucoup. Merci beaucoup de substance de ce que vous avez dit, Emmanuel. Merci, merci énormément. Oui, il nous faut célébrer l'accord de Paris parce que cet accord a vraiment fait en sorte que la nature et la biodiversité soient inclus dans les discussions climatiques et c'est quelque chose qui a permis plus de progrès à la suite de cet accord, non seulement dans les négociations climatiques, mais aussi dans d'autres forums. Et cet appel que vous lancez et qui est partagé, avoir une cohérence et une synergie entre les conventions, c'est quelque chose d'important. Et on va voir ce qui va sortir de Belém à la suite de la COP 30, cette décision d'avoir un rassemblement, une meilleure coordination de ces trois conventions pour plus de synergie. Et ces trois principes des solutions fondées sur la nature, elles sont fondamentaux. Bien sûr, c'est un domaine où on peut agir très rapidement et c'est quelque chose qui va pouvoir faire en sorte que les droits avancent. Et votre appel d'inclure les minéraux critiques, ça aussi, c'est une question importante sur laquelle il nous faut revenir. Et ensuite, le renforcement des capacités et les financements, les obligations vertes françaises, mais aussi les transferts d'aide nature en Équateur et dans d'autres pays, c'est important. Alors maintenant, un autre ami, Ma Jun, le directeur et fondateur de l'Institut des affaires publiques et environnementales de Chine et un membre également de la commission de la gouvernance climatique que nous présidons ensemble. Ma Jun, vous avez la parole. Merci. Marine, et je suis très heureux de pouvoir prendre la parole et de participer à cette discussion sur les 10 ans de l'accord de Paris que nous célébrons aujourd'hui. Et je voudrais souligner un certain nombre des progrès que nous avons pu avoir depuis cet accord de Paris. La Chine a intégré les solutions fondées dans la nature sur sa stratégie climatique et biodiversité. Et le résultat est que nous avons des résultats sur la reforestation et l'afforestation à travers ce travail acharné de plantation d'arbres. Et donc, la Chine représente 25% des zones nouvellement forestées du monde et contribue à la lutte contre la désertification et à la rétention des sols. Et 30% du territoire chinois a été désigné comme étant une zone écologique de priorité pour lesquelles il nous faut protéger les écosystèmes
et contribuer à créer des puits de carbone. Les puits de carbone ont été renforcés. Le stock carbone a augmenté de plus de 7% en Chine au cours des 10 dernières années, ce qui renforce l'objectif de neutralité carbone de la Chine. Nous essayons également d'utiliser les succès des 10 dernières années et de se baser sur ceux-ci, y compris à travers les solutions fondées sur la nature, mais nous utilisons aussi nos résultats dans la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air, et nous utilisons tous les progrès que nous avons faits dans la transparence pour avoir un effort multipartite. Pour atteindre ces objectifs, la Chine a mis en œuvre des solutions innovantes, par exemple un zonage des écofonctions du pays. Et nous avons des plateformes en accès ouvert qui aident les ONG à trouver des solutions avec les banques qui, lorsqu'elles émettent des obligations, elles peuvent utiliser ces données, ce zonage des écofonctions ainsi que les zones des projets. Tout ça est basé sur des données scientifiques et permet d'aller de l'avant pour avoir une meilleure gestion des risques en ce qui concerne la biodiversité. Nous avons aussi une utilisation de la télédétection pour suivre l'érosion, la déforestation et les phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Et l'une des questions clés qui existent également, c'est de savoir comment permettre l'investissement du secteur privé. Nous développons pour cela de nouvelles règles de divulgation d'informations pour le secteur privé, pour qu'il puisse utiliser l'intelligence artificielle pour cela, pour que ça puisse aider les PME à faire leur reporting de manière plus facile en ce qui concerne la biodiversité. Le zonage des écofonctions et cette cartographie permet d'avoir des données beaucoup plus facilement accessibles. Merci. Merci, Majun. C'est toujours une très bonne chose d'avoir cette expérience et ce transfert de l'expérience en direct de ce qui se passe en Chine et de voir ce qui se passe dans ce pays pour la mise en œuvre du plan climatique et du plan de la biodiversité qui se fait de manière conjointe et de voir aussi comment vous avancez vers votre objectif de neutralité carbone. Il est important aussi d'avoir cette approche complète qui inclut aussi la pollution de l'air et la pollution de l'eau dans la planification. La question des données que vous avez mentionnées est importante, du suivi de la transparence. C'est une bonne chose de noter que vous développez aussi des principes pour le secteur privé et nous savons à quel point cela peut avoir un impact. C'est une très bonne nouvelle que vous nous présentez de la part de la Chine et les contributions décidées au niveau national de la Chine avancent et on a vu les développements également très impressionnants dans les énergies renouvelables en Chine. Ce sont de très bonnes nouvelles. Cette approche complète pour les solutions fondées sur la nature est aussi une très bonne nouvelle. Maintenant, rapidement, nous voudrions passer à la troisième partie de notre conversation, c'est-à-dire le rôle du secteur privé, du secteur des finances. Je pense que toutes les grandes solutions et bonnes solutions que nous avons entendues, les exemples pour aller de l'avant, d'améliorer les politiques et comment rassembler les trois conventions, eh bien, pour faire tout cela, nous avons besoin de l'engagement du secteur privé et d'écouter le secteur privé et les finances. Et donc, les questions que je voudrais vous poser sont les questions suivantes. Comment est-ce que ces partenariats publics-privés dont nous parlons depuis si longtemps
et d'autres modes de financement innovants peuvent accélérer l'adoption des solutions fondées sur la nature. Quels sont les obstacles que vous identifiez, mais aussi quels sont les développements prometteurs? J'ai entendu que peut-être nous avons des bonnes nouvelles à partager cet après-midi. Et je voudrais donner la parole à Gauthier Quéru, qui est le directeur du capital naturel de Mirova. Sur ce point, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les participants. Je travaille pour Mirova, je représente le secteur privé aujourd'hui et j'investis dans le développement durable. Il y a 10 ans, nous avons pris une décision courageuse qui était que la restauration des zones dégradées pouvait être une opportunité d'investissement. Nous ne l'avons pas fait seul, nous l'avons fait au sein d'une coalition avec la Convention de lutte contre la désertification avec le WWF et c'était à travers un PPP, un instrument de financement mixte. Et nous avons eu un fonds qui a levé 300 millions de dollars et investi dans 15 projets en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie du Sud-Est. Et nous avons pu montrer qu'il pourrait être attirant d'investir dans la restauration des terres à travers, par exemple, la génération de crédits carbone de haute qualité et avec un certain nombre de bénéfices très positifs générés par ces projets. Nous voulions maintenant continuer cela et doubler l'objectif pour atteindre 400 millions. Voilà l'objectif du fonds de deuxième génération. Il a été lancé au début de l'année et aujourd'hui, au Forum de Paris pour la paix, et dans le cadre de cette semaine du climat et de la nature de Paris, je suis très heureux d'annoncer l'investissement du gouvernement du Royaume-Uni et de l'Australie et du Canada dans ce fonds de deuxième génération. C'est un événement clé qui vient avec le soutien du gouvernement français et du gouvernement néerlandais qui vont renforcer cette coalition pour atteindre cet objectif de 400 millions. Nous soutenons aussi le Fonds vert pour le climat. Et à travers ces financements mixtes, nous voulons mobiliser encore plus de capitaux. Et ce qui est important ici, c'est de dire que les financements mixtes fonctionnent lorsque les paramètres sont bien déterminés et que nous pouvons attirer de plus en plus de capitaux privés dans le secteur, alors que les investisseurs comprennent qu'il y a des risques physiques adoptés avec la nature. La nature, c'est la base même de notre modèle économique. Et avec ces modèles de financement, nous pouvons leur offrir un coussin qui permet que les décisions de financement se fassent avec plus de capitaux pour ces projets. Et nous pouvons aussi mettre en place des projets sur le terrain pour que la nature devienne une classe d'actifs véritable. Alors je vais rester bref pour que mes voisins puissent prendre la parole également. À cette époque d'opposition des réglementations vertes, ce type de coalition qui rassemble le secteur public, le secteur privé, la société civile sont essentiels pour que nous puissions continuer à aller de l'avant et pour réconcilier la prospérité économique, la souveraineté, la sécurité et la protection de la nature. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour cette bonne nouvelle, le renforcement de cette idée que les financements mixtes fonctionnent et aussi renforcer cette idée que la restauration des terres dégradées, c'est un bon investissement économique. Et on voit que ça fonctionne lorsque les acteurs publics, les acteurs privés, mais aussi les mécanismes multilatéraux fonctionnent ensemble. La Convention de lutte contre la désertification, mais aussi le Fonds vert pour le climat. Voilà la formule qui fonctionne. Investir dans la réhabilitation des terres dégradées, c'est un bon investissement économique et nous avons bien noté cet objectif de 400 millions que vous vous êtes fixé. Je voudrais donner la parole à Damien Brault. Vous êtes le directeur pour les solutions fondées sur la nature à Ardian. Et vous allez peut-être nous donner encore plus de bonnes nouvelles. Oui, nous avons aussi des bonnes nouvelles. Merci pour l'invitation. Je voudrais répondre à une de vos questions directement. Comment est-ce que le secteur privé peut renforcer ce secteur des solutions fondées sur la nature
Eh bien, pour le faire, il faut que nous ayons une classe d'actifs dans lequel on peut investir, qui soit bankable, comme l'a dit Gauthier. Et c'est comme cela que nous agissons dans ce secteur, et c'est comme ça que c'est la politique que nous suivons à Ardian. L'angle climatique était critique dans nos activités au cours des 15 dernières années. Nous avons commencé avec les énergies renouvelables, nous avons lancé un fonds hydrogène, et puis nous avons décidé d'identifier la prochaine étape dans la lutte contre le changement climatique et la restauration des écosystèmes. Et voilà la genèse de ce nouveau fonds. Mais il faut garder en tête qu'il faut que ce soit quelque chose de profitable. Lorsque l'on discute avec les investisseurs, eh bien, nous savons tous qu'il nous faut restaurer les écosystèmes, qu'il nous faut lutter contre la perte de biodiversité, mais on nous demande toujours quel est votre modèle économique, comment est-ce que les choses fonctionnent, est-ce que c'est profitable, est-ce que l'on peut avoir de bons retours sur investissement. En incluant bien sûr les bénéfices socio-économiques, mais ils nous demandent toujours qu'on leur montre la viabilité financière à long terme. Et c'est autour de cela que nous avons mené cette initiative avec un état d'esprit basé sur les infrastructures. On crée un écosystème avec des développeurs qui ont des compétences pour mener des projets sur le terrain, des investisseurs également qui veulent trouver des équipes qui sont à la recherche de financement, et ensuite nous avons des adopteurs qui se font à travers différentes des mécanismes. Ce que nous voulions faire aussi, c'est d'avoir quelque chose qui puisse passer à l'échelle supérieure et qui puisse s'établir à grande échelle, puisque les investisseurs veulent s'engager dans cet espace, mais ils veulent que leur argent soit efficace, c'est-à-dire que la restauration des terres, ça ne se fasse pas sur 100 hectares, mais sur 10 000 hectares, 20 000 hectares. Et donc, ces partenariats publics-privés, ce sont une bonne manière de restaurer à grande échelle, et ça permet de partager les bénéfices avec le secteur public. Tout le monde tire profit de cette réhabilitation des terres. Et je crois que Manuel l'a mentionné également, il y a cette question de renforcement des capacités qui est critique en ce qui concerne le passage à l'échelle supérieure des solutions fondées sur la nature, et on voit de plus en plus que les compétences sont importantes dans ces questions. Il faut une expertise dans la bioforesterie, dans le carbone, dans les finances, et donc c'est une classe d'actifs qui est complexe, mais les choses avancent. Merci. Merci beaucoup. Et ce que l'on retire de votre message, c'est que l'on a cet état d'esprit d'infrastructure pour que les projets soient profitables. Mais ce que l'on voit derrière tout cela, c'est qu'il faut voir comment donner la bonne valeur aux services écosystémiques, non seulement financièrement, mais aussi les contributions, non seulement de l'intégrité de la nature, mais pour notre bien-être et notre survie en tant qu'espèce. Cet état d'esprit que vous avez mentionné, j'ai particulièrement apprécié aussi la question de la capacité qui est très importante. Maintenant, je voudrais donner la parole à Gabriella Hurst, directrice artistique et fondatrice de la fondation Gabriella Hurst. Et c'est important d'avoir ce point de vue du secteur de la mode qui a un impact, mais qui peut aussi être extrêmement innovant, et vous êtes la voix d'innovation dans ce secteur. Vous avez la parole, Gabriella. Merci beaucoup de cette invitation. Je n'ai jamais fait de speed dating, mais j'ai vraiment l'impression que c'est à ça que ça ressemble. Je viens de l'Uruguay, donc d'Amérique du Sud. Et depuis 7 générations, ma famille vit de l'agriculture. Nous avons toujours vécu de nos propres moyens. Ma mère, d'ailleurs, n'est même pas connectée à l'électricité ni à tout ça. Donc nous savons vraiment comment et à quel point la nature est importante pour nous. Et nous devons tout à la nature.
Quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de la mode, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'injustices en matière de climat. Et en 2017, notamment, avec les épisodes de sécheresse dans la Corne de l'Afrique, je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait faire quelque chose. J'ai été très marquée par ce moment-là et je me suis rendu compte que les pays du Sud devaient payer le prix fort de la manière dont nous vivons dans les pays du Nord. Alors, c'est vrai que j'ai toujours entendu dans l'industrie de la mode qu'il est plus difficile d'avoir des pratiques durables et respectueuses de l'environnement, que ce n'a pas de sens d'un point de vue économique. Donc j'ai fait beaucoup de recherches et de développement pour ma propre marque et j'ai compris comment les choses fonctionnaient et tout ce que nous avons développé au sein de ma marque a été très facile à mettre en place et à mettre en place rapidement. Ce qui m'a donné beaucoup d'espoir pour l'avenir. Nous avons décidé de recycler nos cintres. 99% des cintres de l'industrie vont vers des décharges et donc j'ai décidé de mettre fin à ce cycle pour ma marque. Nous avons également mis en place des bonnes pratiques en ce qui concerne le plastique et nous avons des pratiques et des matières surtout biodégradables à présent. J'utilise des fibres naturelles. Nous n'utilisons pas de coton car cela a un impact, sa production a un impact sur la biodiversité. Donc nous essayons vraiment de trouver les fibres les plus respectueuses de l'environnement, des fibres qui sont naturelles et qui ne sont pas dommageables pour l'environnement. Imaginez une pyramide. En haut, il y a tous les matériaux très élaborés, mais des matériaux qui ne sont pas très polluants. Ensuite, il y a au milieu les matériaux les plus industriels, donc ce qu'on utilise pour faire des blazers, etc. Et c'est ça qu'on vend le plus, finalement, des vêtements de tous les jours. Et on parle de millions et de milliards d'euros dans cette industrie. Donc je me suis vraiment confrontée à cette réalité où je me suis dit, d'accord, je veux que mon entreprise fonctionne, je veux qu'économiquement ça ait du sens, mais je veux également réduire mon empreinte carbone, je veux réduire mon impact sur l'environnement. Donc en fait, il a vraiment fallu travailler sur l'intégralité de la pyramide. Et nous avons créé par exemple une basket qui utilisait moins de matériaux qui étaient problématiques avec 30% d'empreinte carbone en moins. Et nous avons par exemple changé les matières, nous n'avons pas utilisé de coton comme je le disais. Donc ça a vraiment changé les choses et au niveau des volumes, finalement ça a fonctionné. Et je pense que c'est vraiment de la manière dont il faut essayer de fonctionner. Et mon industrie n'est pas la deuxième plus polluante. Je sais que ça a été dit à un moment donné, mais nous ne sommes pas l'industrie ou le secteur le plus polluant, ni même le deuxième. Nous avons une très mauvaise réputation dans notre utilisation des ressources hydriques. Et donc, ça a été notre réputation pendant longtemps. Et il faut reconnaître cela. Mais nous en sommes là à cause de notre utilisation des combustibles fossiles et l'énergie et l'électricité que nous tirons pour fabriquer les vêtements, les accessoires dans cette industrie. Cela est important et c'est vers ça qu'il faut se tourner. C'est vers cela qu'il faut poser le regard pour bien comprendre. Et je crois notamment en l'énergie issue de la fusion. Et c'est un combat que je mène depuis longtemps. Aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur les personnes qui font nos produits. Qui fait nos produits? Comment fabrique-t-il nos produits? Il faut véritablement se concentrer sur ça et également sur d'où vient l'énergie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriela. Merci beaucoup de conclure de cette manière. Je trouve que c'est particulièrement intéressant de conclure de cette manière. Je pense que la sensibilisation, les informations claires, fiables, c'est vraiment la clé de notre discussion. Lorsque l'on comprend notre empreinte carbone, lorsqu'on comprend notre impact sur la nature, les déchets que l'on produit, notamment dans ce secteur de la mode, la sensibilisation, les informations, les statistiques, la communication de celles-ci et les engagements qu'ont pris le secteur de la mode pour faire ce que vous faites aujourd'hui. Je pense que tout cela est essentiel et passe par la sensibilisation et le savoir. Alors je vous remercie pour cette intervention. Merci infiniment de prendre ce rôle de défenseuse de la nature. Et nous devons beaucoup effectivement à la nature, comme vous l'avez dit. Nous devons nous arrêter maintenant. Il n'y a plus de temps pour que je fasse un petit résumé, ni même pour des questions ou que nous
rebondissions. Simplement, je voulais dire que j'ai beaucoup apprécié ces échanges. Nous avons vraiment honoré la mémoire de cet accord de Paris qui fête son 10e anniversaire. Merci énormément pour cette conversation extrêmement intéressante, ces échanges très vifs. Et souvenons-nous des bonnes intentions, souvenons-nous des engagements, souvenons-nous de l'esprit des accords de Paris. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci infiniment de votre présence et de vos échanges dynamiques. Merci beaucoup. Et très bonne journée, très bon forum.